Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison, quelles sont les règles à adopter, les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on regarde un nouvel épisode ensemble dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippe. Ravie de vous retrouver. De quoi vous allez nous parler ? Je vais vous parler aujourd'hui de la place de la nature dans la science-fiction. Et oui, parce que c'est le sujet d'une exposition qui a lieu à la Maison européenne de la photographie, la MEP à Paris. On la visite donc tout à l'heure. On voit ça avec vous effectivement dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, aujourd'hui, on va se pencher sur les réalités de ce fléau qui touche de nombreux jeunes et laisse toujours des traces. Comment prévenir alors et comment combattre ensemble ce phénomène ? Comment peut-on aussi chacun d'entre nous agir ? Comment faire en sorte que les jeunes ne se sentent jamais seuls face à cette épreuve ? On en parle avec notre invité Samuel Comblé. Bonjour. Bonjour. Soyez Soyez bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le directeur du 3018 et on en parle dans un instant avec vous, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, qui nous propose tout de suite un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Ma chérie, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus jamais dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouge et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, allonge-toi. Ça, c'est le tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, ça a disparu et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand on maquille trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris, les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. Malgré les drames de ces dernières années qui ont souvent fait les titres de l'actualité, les cas de harcèlement se multiplient et notamment et encore plus chez les plus jeunes. On va se concentrer donc aujourd'hui sur ce fléau, sur les solutions aussi qui existent pour se combattre parce qu'il y en a. On démarre tout de suite dans la première partie du talk. Et justement, pour en parler à nos côtés aujourd'hui, Samuel Comblé, directeur du 3018. On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Samuel, parce que depuis le lancement du plan de lutte contre le harcèlement en septembre 2023, le nombre d'appels reçus par votre plateforme de signalement, le 3018, dont on parle régulièrement ici sur le plateau de l'école du futur, a doublé. Ça, c'est ce que vous disiez récemment chez nos confrères de France Inter en début d'année. Quel état des lieux vous dressez aujourd'hui du harcèlement scolaire en cette fin d'année 2024 ? Un état des lieux où on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de sensibilisation à faire, notamment évidemment auprès des jeunes qui sont les premiers concernés, auprès des parents et des professionnels qui souvent ne savent pas comment agir, ne savent pas comment réagir quand un enfant ose prendre la parole. C'est jamais évident pour une victime de parler et donc il faut que celles et ceux qui sont chargés de les protéger puissent savoir comment transmettre cette parole et faire en sorte que les faits soient signalés le plus rapidement possible. La parole, elle ne se libère pas encore assez. Elle se libère petit à petit. D'ailleurs, peut-être que le côté positif de l'augmentation de notre activité peut aller dans ce sens, c'est-à-dire plus de jeunes qui nous appellent parce qu'ils osent plus qu'auparavant dire qu'ils ont été harcelés. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile parce que les victimes se sentent coupables de ce qui leur arrive, elles se sentent honteuses aussi des situations qu'elles peuvent vivre. Et donc c'est difficile d'aller oser demander de l'aide parce que peut-être que les adultes aussi ont du mal à entendre encore une fois cette parole et parfois les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes. Quand il s'agit de cyberharcèlement, donc du harcèlement qui se poursuit dans la sphère numérique,
là, les adultes sont encore parfois plus défaillants parce qu'ils n'imaginent pas ce que les jeunes peuvent faire sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas comment agir et signaler ces situations auprès notamment du 30-18. Déjà, de connaître le 30-18, ce serait déjà une première façon de les aider, de pouvoir au moins les orienter vers les psychologues, les juristes qui travaillent sur ce service et qui sont à même de pouvoir accompagner ces victimes. Alors justement, pour celles et ceux, et ça me fait une transition absolument parfaite, qui ne connaissent pas le 30-18, est-ce que vous voulez bien nous expliquer? Ça n'est pas qu'un numéro d'appel. C'est pas qu'un numéro, non. C'est vraiment un outil sur lequel il faut vraiment s'appuyer. D'abord parce que c'est le seul numéro qui existe pour pouvoir aider les victimes de violences numériques et de harcèlement. Harcèlement au sens large, on va bien sûr beaucoup parler de l'école aujourd'hui, mais le harcèlement, malheureusement, il a lieu dans toutes les sphères de vie de l'enfant. Ça peut être dans le sport, dans les loisirs, parfois dans la rue. Le 30-18 peut les aider. Le 30-18, c'est un numéro vert, gratuit, anonyme, confidentiel, ouvert de 9h à 23h tous les jours de l'année, sans aucun jour de fermeture, qui est accessible aux enfants, aux adolescents, aux parents et aux professionnels également qui travaillent avec les jeunes. Sur ce service, donc des psychologues, des juristes sont capables d'abord de comprendre la situation, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand il s'agit encore une fois de numérique, c'est bien d'avoir des gens, je dirais, qui comprennent, qui savent traduire ce qui s'est passé pour pouvoir mettre des mots sur les situations et pouvoir réagir. Donc déjà, les psychologues et les juristes, ils sont capables d'entendre ces situations, de les comprendre, de mettre aussi de donner la possibilité, aux victimes d'entendre leurs émotions. Souvent, quand on a été victime, on est très seul, c'est très impactant, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Les psychologues, justement, notamment, et les juristes également, peuvent accueillir cette émotion. Et puis ensuite, le 30-18, comme vous le comprenez, c'est une ligne d'écoute, mais c'est surtout une ligne d'action. On va agir véritablement pour les victimes. L'idée, c'est pas uniquement de les écouter, mais de vraiment faire que avant et après l'appel au 30-18, il se soit passé quelque chose. La grande force du 30-18, c'est d'être signaleur de confiance auprès de tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître, ce qui nous permet de faire supprimer des contenus, des vidéos, des textes, des photos, quand ils ont un caractère harcelant. Et donc on travaille avec TikTok, Snapchat, Instagram, tous ces réseaux qui sont utilisés au quotidien par les jeunes. Et quand il y a des situations de harcèlement et qu'une victime nous les signale, eh bien nous, on a la possibilité de faire remonter ces signalements auprès des différents réseaux partenaires. On est signaleur de confiance, c'est le terme aujourd'hui utilisé, ce qui nous permet de faire supprimer des contenus en quelques minutes, en quelques heures au gros maximum, de manière très rapide et efficace pour le bien des victimes. Et puis on travaille aussi avec les différents ministères qui accueillent les jeunes, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports, le ministère de l'Agriculture qui a aussi des structures de formation dans lesquelles il peut y avoir aussi du harcèlement. Et donc on a la possibilité de faire remonter auprès de ces différents ministères les situations pour que là aussi, sur le terrain, les victimes ne soient pas seules et qu'elles puissent être aidées. Alors justement, et vous l'avez dit, le 30-18, c'est donc bien plus qu'un numéro d'appel, c'est aussi une application. Pourquoi Absolument. c'est important? C'est parce que les jeunes, ils ont du mal. Oui, ils ont du mal à appeler. C'est vrai que ça nous paraît un peu étonnant pour nous adultes qui avons l'habitude du téléphone, qui avons connu ça quand on était déjà très jeunes. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à privilégier le canal écrit, les chats notamment. Et c'est vrai qu'on a une application qui est gratuite, qui se télécharge véritablement en 5 secondes. Il n'y a pas besoin de créer un compte, c'est vraiment hyper facile. On a voulu justement créer un outil qui soit accessible aux jeunes et qui leur facilite la vie. Moi, ce que je dis, c'est que l'application 30-18, il ne faut pas attendre d'être dans une situation difficile pour la télécharger. Celles et ceux qui nous écoutent, téléchargez-la. Et puis peut-être un jour vous en aurez besoin. Et si vous n'en avez pas besoin, c'est pas grave. En tout cas, vous savez que vous avez un compagnon dans votre poche qui peut à tout moment être dégainé et qui pourra vous aider si vous en avez besoin. Donc c'est une application qui permet d'appeler, qui permet de chatter. Et donc c'est vrai que les jeunes privilégient le chat. C'est aussi une application sur laquelle il y a un quiz qui s'appelle Suis-je harcelé? Alors ça peut paraître aussi étonnant de devoir passer par ce quiz pour savoir si on est harcelé ou pas, mais ça c'est aussi une problématique du harcèlement, c'est que souvent les jeunes banalisent les situations qu'ils vivent. Ils considèrent que se harceler fait partie des façons normales de se parler entre jeunes. Eh bien non, il faut rappeler en ce jour important du 7 novembre qui est la journée nationale contre le harcèlement c'est un délit. On ne peut pas accepter d'être victime. C'est impactant, c'est une souffrance qui peut être énorme et qui peut être durable dans la vie d'un jeune. Et donc il faut pouvoir l'arrêter le plus rapidement possible. Et donc utiliser l'application 30-18, c'est l'occasion de faire en sorte d'avoir ses droits défendus et de pouvoir être aidé. Tout à fait, on le rappellera jamais assez, et vous le faites très justement, malgré la sonnette d'alarme effectivement que vous tirez régulièrement sur l'augmentation des cas de harcèlement, et votre collègue Justine Atlan était là en plateau très récemment pour nous en parler, en nous disant que le harcèlement
commence dès l'âge de 6 ans. On se demande vraiment ce qui s'est passé et ce qu'on a raté dans la société pour que ça commence à cet âge-là. Mais le 30-18 manque toujours de bras pour traiter tous les signalements de violence envers les jeunes reçus par votre plateforme. Oui, c'est vrai que le harcèlement, ça commence très tôt. On a pu mettre en avant dans une enquête récente que 67% des enfants de 6 à 10 ans, donc vraiment des enfants de primaire, sont inscrits sur les réseaux sociaux, alors qu'il faut le rappeler, normalement, on n'est pas censé être inscrit avant 13 ans. Et donc, c'est vrai que ça pose une question de la place aussi des parents, déjà, sur l'accompagnement de ces jeunes, parce que souvent, les jeunes y sont inscrits et les parents ne sont pas vraiment présents. Donc déjà, y être inscrit, c'est un problème, mais si en plus on y est inscrit et qu'il n'y a pas l'encadrement, la protection des adultes qui sont censés nous apporter cette protection, c'est vrai que ça devient compliqué. Et c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de moyens en 30-18. On appelle à celles et ceux qui peuvent nous aider, justement, parce que la force du 30-18, c'est... je dirais les ressources humaines que nous avons sur ce service, c'est pas des robots qui répondent, c'est pas des algorithmes qui aident les victimes, ce sont des vrais êtres humains véritablement. Et pour ça, il faut, pour pouvoir avoir cette écoute attentive et je dirais cette aide vraiment personnalisée, parce que chaque écoutant va prendre le temps d'écouter chaque situation et va apporter une réponse qui sera vraiment spécifique. On répond pas de manière généralisée, c'est vraiment du cas par cas. Et pour ça, il faut des moyens financiers, il n'y a pas de mystère et c'est vrai qu'on en manque actuellement. Jeanne, oui, j'avais une question. Si jamais il y a une vidéo qui nous concerne sur les réseaux que quelqu'un d'autre a postée, combien de temps ça va mettre pour que votre service fasse appel aux autorités et que la vidéo soit enlever des réseaux? C'est quelques heures maximum, ça ne dépasse pas la demi-journée en tout cas, c'est vraiment extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide parce que d'abord, les signalements, ça fait des années qu'on les fait auprès de nos partenaires réseaux sociaux, on se connaît bien, on a appris petit à petit avec le temps à améliorer justement notre collaboration pour faire en sorte, encore une fois, que cette bonne collaboration, elle soit mise au service des victimes pour pouvoir agir rapidement. Mais pour pouvoir agir, il faut connaître le 30-18, il faut oser prendre son téléphone, faire usage de l'application pour pouvoir nous signaler les contenus. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est pris en charge, je pense que, je le sais, beaucoup de nos utilisateurs sont satisfaits du service parce qu'il y a une vraie écoute, il y a une vraie aide et il y a vraiment une action qui a été faite en faveur des jeunes. Donc vraiment, il faut utiliser le 30-18 à cet effet. Et c'est important à rappeler parce que c'est vrai, on va en parler dans un instant, juste après, en deuxième partie du talk, mais on a toujours l'impression que ces sujets de harcèlement et notamment de cyberharcèlement, quand ils ont lieu sur les réseaux sociaux, ils sont pris toujours trop tard. Du fait en fait du manque de réaction quelque part. Exactement. Et puis les victimes, et on ne peut pas leur en vouloir, ont toujours envie de se débrouiller toutes seules. Elles pensent, et c'est normal, quand on est victime de quelque chose, on a envie de faire face. Et c'est vrai que le risque dans les situations de harcèlement, c'est qu'elles se chronicisent, c'est qu'elles enferment en fait la victime et le harceleur dans une relation qui va être toxique, une relation d'emprise. Et donc d'aller chercher de l'aide, d'aller tendre la main vers celles et ceux qui sont censés nous protéger, c'est vraiment le premier réflexe. Et il ne faut pas trop attendre. Il faut, dès les premiers signes, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose dans la relation qui n'est pas correct, qui nous gêne, qui nous manque de respect, eh bien, il faut pouvoir dire non, stop, ce que tu fais, ça n'est pas possible et je te demande d'arrêter immédiatement. Merci beaucoup, Samuel Comblé. Je vous propose de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second.
on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Samuel Comblé, le directeur du 30-18. Samuel, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous revenez d'une exposition à la Maison européenne de la photographie, exposition intitulée Science-fiction, une non-histoire des plantes, qui est l'occasion de s'interroger sur la place, c'est vrai, de la nature dans les œuvres de science-fiction. Oui, tout à fait, parce que cette exposition, donc, qui a lieu à la MEP à Paris, plante les graines, si j'ose dire, de l'importance de la nature dans la SF, depuis son omniprésence luxuriante dans des films comme Avatar, jusqu'à son absence qui la place pourtant au centre même de Wall-E. Le monde naturel est un acteur peu reconnu et pourtant essentiel du cinéma et de la littérature SF. Et ça, c'est le cas depuis toujours ? Eh bien, c'est ce que nous apprend cette exposition qui, dès le début de la photo, nous montre comment la nature, en devenant l'objet de ce médium, eh bien, elle devient un objet d'étude, elle devient un objet agrandi, scruté, et le lieu également de nouvelles projections. Dans les photographies de pionniers comme Edward Weston ou Horst Piorst, on voit dès les années 20 un chou se transformer en paysage cérébral visqueux ou une agave nous tendre d'une façon menaçante, sa feuille plus tranchante qu'une épée. Et ça, ça n'a pas changé par rapport aux films plus contemporains. Est-ce que vous voulez dire, Jeanne, que les plantes sont déjà en soi une sorte d'alien ? Absolument. Et ce qui crée en fait ce lien entre SF ce lien entre SF et plantes, eh bien, c'est sans doute le fait que les hommes et les plantes ont des différences ontologiques. On ne partage pas, par exemple, la même temporalité avec les plantes, et c'est justement dès les années 20 que des cinéastes vont tenter de percer avec l'invention du time-lapse. On connaît aujourd'hui les accélérés de documentaires actuels sur les plantes. Ici, on voit un film de 1929 signé Jean Commodon qui a pour visée de rendre visible l'invisible, où on ne partage pas non plus le même spectre du visible, comme par exemple ces motifs UV qui sont visibles seulement sur les plantes par les pollinisateurs et qui vont par exemple être à l'origine de la bioluminescence de l'univers naturel dans un film comme Avatar. On ne peut que trop citer ce film par rapport à la place de la nature dans la SF. C'est toujours en fait l'idée d'un monde caché, d'un monde invisible qui porte son lot forcément de fascination, mais aussi de peur. Alors, est-ce que ça signifie que c'est en modifiant légèrement des éléments existants de la nature que les auteurs, justement, ils créent l'étrangeté ? Absolument. Leur truc, c'est en effet de saper nos repères habituels par des petites opérations dont je ne retiendrai que deux de ces petites opérations. La star, l'opération de l'hybridation, ça, c'est vraiment l'opération qui a fait florès dans tout l'univers de la science-fiction, depuis les BD, depuis les comics, comme avec ce personnage Poison Ivy, jusqu'au cinéma, celui par exemple d'Alex Garland avec son film Annihilation, où l'idée justement c'est de mêler les règnes animal, végétal, de mêler aussi le non-vivant au vivant, et d'autres opérations. La deuxième que je garderai, c'est l'inversion. L'inversion, ça va être par exemple d'agrandir ce qui est petit, comme dans le film de Miyazaki où les insectes sont gigantesques. Ça va être sinon aussi de jouer avec le haut et le bas. En bas, on voit une photo qui est présente dans l'expo de l'artiste Kalev Eriksson, et en fait, il a photographié des dragonniers de Socotra. Ce sont des arbres millénaires qui ont pour particularité d'avoir un système racinaire qui semble littéralement pousser au frondaison. Et donc, dernier engouement, je ne peux pas parler de science-fiction et de nature dans l'École du Futur sans parler de l'IA, donc dernière SFification de la nature. C'est celle, en effet, que vont générer ces IA génératives. On peut notamment parler dans l'exposition de ce projet, cet ensemble de photos nommé Mother Nature Little Marvel, dans laquelle la nature sous IA semble gonfler aux stéroïdes. Oui, effectivement, et c'est d'autant plus bizarre que ces plantes, elles poussent dans un contexte assez banal. Justement, est-ce que parfois la SF intègre nos vies de tous les jours, Jeanne ? Absolument. Et je finirai avec deux ovnis qui sont montrés dans l'exposition. La première, c'est un projet artistique mené par une Américaine, Agnès Dennes, en 1982 à New York. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous connaissez ce projet. L'artiste, elle avait planté 2 acres de blé au cœur de Manhattan, des épis qui ondulaient au vent, encadrés par les gratte-ciel de Wall Street et la Statue de la Liberté. Et qui continue, en fait, même si elle a duré qu'un été, d'exister comme une espèce de fenêtre temporelle ouverte sur un futur alternatif. Et
La deuxième, c'est une vidéo également présente dans l'exposition, signée de l'artiste turc Ali Kazma. Et lui, en fait, il a filmé un bâtiment existant. C'est une réserve mondiale de semences qui est située en Norvège, dans la région de Svalbard. Et c'est une chambre forte, en fait, de tout ce qui est des semences, des spécimens de la biodiversité mondiale. C'est une sorte de coffre-fort de l'apocalypse et qui agit un peu, encore une fois aussi, comme cette science-fiction présente dans notre monde réel, qui est à la fois capable de créer des situations apocalyptiques de type bouleversement climatique et à la fois d'aménager ces espèces d'arches de Noé contemporaines. Et allez voir l'exposition à la MEP. C'est ça. Si vous êtes parisien. Si vous êtes parisien. Merci infiniment, Jeanne, pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Et on la lance avec vous, toujours, Samuel Comblé. Je rappelle que vous êtes le directeur du 30-18 en ce 7 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a le harcèlement, il y a le cyberharcèlement aussi. Vous avez commencé à nous parler en première partie d'émissions du rôle des plateformes aussi, de leur responsabilité parfois, mais du fait que, quelque part, ça y est, le travail est fait et que les échanges se font pour justement lutter très rapidement suite à la question de Jeanne sur le fait de répondre rapidement quand un contenu doit être effacé sur Internet. La problématique, est-ce qu'elle ne tient pas aussi dans le fait que les enfants, ils ne sont pas toujours crus ou soutenus, que ce soit dans des problématiques de cyberharcèlement ou de harcèlement à l'école notamment, lorsqu'ils relatent des faits pareils. Ben vous avez raison. Le harcèlement, il a quelque chose de tenace ancré en lui, c'est que il y a beaucoup d'idées reçues sur le harcèlement. On entend encore trop d'adultes dire c'est des jeux entre enfants, il faut les laisser faire, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient adulte. On est tous passés par là. Ça n'a jamais tué personne, ce qui n'est pas vrai, il faut le dire, malheureusement. Le harcèlement peut conduire malheureusement à des actes graves, le suicide, il faut dire les choses. Quand les jeunes se sentent vraiment sous emprise et n'ont pas la possibilité d'être aidés, ils peuvent parfois commettre l'irréparable. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi, nous adultes, de changer notre regard. C'est peut-être l'école du futur qu'on a besoin aussi d'inventer, c'est de modifier aussi cette représentation du harcèlement, parce que le harcèlement, c'est une vraie souffrance, je le disais tout à l'heure. J'ai tendance à dire qu'on est harceleur 3 minutes, mais on sera victime parfois toute sa vie. Et donc la temporalité ne sera évidemment pas la même, et donc on a vraiment besoin d'entendre ce que disent les jeunes. Alors c'est vrai que parfois les enfants vont peut-être, je dirais, exagérer d'une certaine manière. C'est des petites souffrances qui ont besoin aussi peut-être de se gérer entre jeunes, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend les relations sociales. Mais je pense qu'il faut aussi un peu aiguiser notre oreille et de temps en temps se dire, là, ça n'est pas que des jeux entre enfants, ça va plus loin, ce n'est pas que des chamailleries, et il faut agir. Et comment savoir où mettre le curseur, c'est quand justement il commence à y avoir de la souffrance, et de pouvoir dire à la victime ou la potentielle victime, si on n'est pas encore trop sûr, qu'est-ce que ça provoque en toi, est-ce que ça a des répercussions sur ton sommeil, est-ce que tu as peur d'aller à l'école, est-ce que tu manges moins parce que tu es anxieux, est-ce que ça perturbe tes émotions et tes relations aux autres, est-ce que tu as du mal à aller à l'école. Tout ce que je viens de citer là, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles, donc des petits éléments qui font que quand ils sont tous accumulés les uns à côté des autres, on peut se dire, là il y a quelque chose à faire. Et le devoir d'ingérence des adultes, il est vraiment prioritaire. Si les adultes ne s'immiscient pas dans ces relations et dans ces interactions entre jeunes, c'est là que le drame peut survenir, parce que c'est pas les jeunes qui vont tout seuls pouvoir se défendre. Il faut vraiment que les adultes soient là pour les protéger. Un rôle absolument essentiel, effectivement. D'autant plus que sur Internet, 1 personne sur 3 est un enfant, Samuel, alors que la protection des jeunes générations dans leur utilisation d'Internet constitue plus que jamais, c'est vrai, l'un des défis majeurs de notre société. Cette sensibilisation, elle est cependant pas tout le temps évidente, c'est vrai, pour les parents qui n'ont pas forcément connaissance de toutes les cybermenaces, pour les enseignants aussi, qui à l'école sont aussi confrontés à des situations de cyberharcèlement et de harcèlement, qui ne savent pas comment aborder ces sujets. Par où commencer quand on parle de sensibilisation au risque numérique ou au risque de harcèlement à l'école? C'est quoi votre approche? C'est quoi la recette magique, si tant est qu'il y en ait une? Alors, il n'y a rien de magique, mais déjà, on peut commencer par un peu d'humilité en tant qu'adulte. Je vous explique. D'abord, il n'y a pas de honte à pas savoir. Et quand on est adulte, c'est vrai que le maniement des réseaux sociaux a quelque chose d'un peu étrange pour nous, parce que on l'a pas connu quand on était jeune. C'est pas grave. On peut se faire expliquer par les jeunes ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et de temps en temps, de s'asseoir à côté d'un jeune et de pouvoir se faire expliquer comment fonctionne TikTok, comment il envoie des messages, comment il accueille un nouvel ami dans son réseau social, et de réagir. C'est ça qu'il manque beaucoup aux jeunes. C'est des adultes qui, de temps en temps, peuvent se positionner. Moi, je prends souvent le parallèle de
ce qu'on est en train de se dire avec ce que font tous les parents du monde le samedi après-midi quand ils accompagnent leurs enfants dans les activités sportives, par exemple. Quand vous accompagnez votre enfant au bord du terrain de foot pour regarder comment il joue au foot, vous n'avez pas besoin de savoir comment jouer au foot. Vous avez peut-être jamais tapé dans un ballon quand vous étiez plus jeune, vous ne connaissez peut-être pas les règles, etc. Peu importe. En tout cas, parce que vous connaissez votre enfant, parce que vous êtes un adulte et que vous êtes capable d'analyser les situations, vous êtes capable de dire sur le terrain tout à l'heure, tu t'es pas comporté comme je le voulais, c'est pas avec les valeurs que je t'ai transmises jusqu'à présent, tu n'as pas respecté l'arbitre, tu n'as pas respecté tes coéquipiers ou tes adversaires, et donc je te demande de te reprendre. Et bien sur les réseaux sociaux, on pourrait imaginer que ce soit la même chose, de temps en temps de regarder un peu ce que fait le jeune, alors sans trahir évidemment son intimité, hein. L'idée c'est pas de lire tous les messages qui sont transmis, mais de temps en temps de regarder, de réagir et de pouvoir accompagner les jeunes. Il n'est pas normal que la sphère numérique soit un endroit qui échappe à la surveillance, au contrôle. Je pense que c'est aussi un contrôle qui protège. On peut parler de contrôle. Pas l'autre. Voilà, il faut pouvoir protéger, mais pour pouvoir protéger, il faut déjà savoir ce qui s'y passe. Et déjà, la première étape, pour reprendre votre question, c'est déjà de savoir ce que font les jeunes sur les réseaux. Une fois qu'on sait ça, d'abord on dédramatise sur certains sujets parce que tous les jeunes ne font pas n'importe quoi. Il y a une maturité petit à petit, heureusement, le travail de prévention, on sent qu'il commence à agir et les jeunes sont prudents de plus en plus, mais il y en a encore quelques-uns qui, beaucoup trop malheureusement, se mettent encore en difficulté. Donc c'est ceux-là qu'il faut protéger. Et puis, une fois qu'on a entretenu un début de dialogue, eh bien, le jeune va considérer son parent ou le professionnel qui peut l'accompagner comme un acteur possible avec lequel parler quand il y a du harcèlement. Parce que souvent aussi dans les familles françaises, le harcèlement c'est un non-sujet. On n'en parle pas autour de la table. En fait. Voilà, on n'en parle pas effectivement, parce que les parents espèrent que tout se passe bien, parce que les jeunes espèrent que les parents ne se doutent de rien et du coup on n'en parle pas. Mais tous les parents du monde le soir, quand les enfants rentrent de l'école, posent la question comment ça s'est passé à l'école. Les enfants n'ont pas trop envie de répondre parce que voilà, ils considèrent que c'est leur vie, etc. Nous-mêmes adultes, on ne raconte pas ce qui s'est passé au travail tous les jours, donc il faut aussi entendre ça. Mais en tout cas, c'est des questions qu'on pose. Comment ça s'est passé à l'école? Comment ça s'est passé dans ton club de sport? Comment ça s'est passé chez ta copine quand tu allais fêter son anniversaire il y a quelques jours? Et bien, je pense qu'on pourrait rajouter une question, c'est comment ça s'est passé ou comment ça se passe sur ton réseau social en ce moment? Comment ça se passe sur ton jeu vidéo, qui peut être malheureusement aussi une porte d'entrée pour le harcèlement? Et donc de pouvoir aussi considérer que ces espaces de vie qui sont de plus en plus longs, parce que les jeunes sont de plus en plus connectés, c'est aussi des espaces à protéger et ça devrait être aussi des espaces sur lesquels on devrait pouvoir dialoguer pour que si l'enfant est en difficulté, il puisse tirer la sonnette d'alarme et se faire accompagner par des adultes. Bien sûr, d'autant plus, est-ce qu'il y a, parce qu'une question peut-être que les parents et même les enfants qui nous regardent se posent, est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui ou des lois qui existent pour protéger les enfants dans le cas de harcèlement ou cyberharcèlement? Alors oui, il y a une loi. Le harcèlement scolaire est aujourd'hui un délit depuis quelques années maintenant et on peut s'en réjouir. En tout cas, on peut considérer qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si on ne pouvait plus être puni, ce qui est souvent quand même un des réflexes des harceleurs, de se dire, mais de toute façon, il y a une espèce de sentiment d'impunité, la loi ne pourra pas m'arrêter, je ne pourrai pas être sanctionné. Mais on est puni de quoi, du coup? Pardon? On est puni... Alors, on est puni de plusieurs années de prison et de plusieurs dizaines de milliers d'euros de sanctions financières, donc c'est pas rien. Alors, souvent, ce que disent les jeunes, c'est, oui, mais on ne va pas en prison parce qu'on a harcelé. Alors, c'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement vrai parce que si, il y a des peines de plus en plus qui sont prononcées et c'est pas forcément des peines de prison ou des peines d'amende, mais ça peut être des mesures éducatives par exemple qui sont pas forcément quelque chose de très agréable, donc il faut se méfier. Il y a un certain degré de sanctions possibles et puis il faut reconnaître que c'est pas complètement faux de dire qu'on n'est pas en prison parce qu'on a harcelé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus des cas tous les jours pour pouvoir montrer aux jeunes qu'il faut être prudent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment en appeler à la citoyenneté de chacun, à la responsabilité de chacun, de penser que quand on est devant un écran, on n'est pas protégé. Quand on est devant un écran, la loi française, elle s'impose de la même manière, elle s'applique de la même manière et on doit rester un citoyen respectueux des autres et peut-être de temps en temps par empathie, imaginer ce que l'autre va ressentir quand on envoie un message, quand on poste une photo, une vidéo. Je pense que ça peut être aussi un apprentissage à faire en compagnie de ses parents et puis avec toutes les actions de prévention et peut-être vos émissions sont aussi des moyens pour transmettre les messages. En tout cas, effectivement, c'est essentiel à rappeler et on essaye de le faire et vous y participez.
participer aussi. Samuel Comblé, vous êtes le directeur du 3018. On le dit, c'est un numéro d'appel que vous pouvez appeler si vous en avez besoin. C'est aussi une application. On en parle évidemment aujourd'hui, le 7 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, mais il faudrait en parler tous les jours. Et vous le faites d'ailleurs. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours, on se retrouve, vous le savez, toujours dans l'école du futur et toujours dès demain et dès 12h30. D'ici là, passez une très bonne journée.